Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 22, l'inondation. Le lendemain matin, comme je venais de rouler ma benne pour la 3e fois, j'entendis du côté du puits un bruit formidable, un grondement épouvantable. Était-ce un éboulement, un effondrement général? Mon premier sentiment fut l'épouvante, et je pensais à me sauver en gagnant les échelles. Mais on s'était déjà moqué de moi si souvent pour mes frayeurs que la honte me fit rester. Tout à coup, un peloton de rats me passa entre les jambes en courant. Puis il me sembla entendre un frôlement étrange contre le sol et les parois de la galerie, avec un clapotement d'eau. Je pris ma lampe pour regarder et la baissai sur le sol. C'était bien l'eau. Elle venait du côté du puits, remontant les galeries. Ce bruit formidable était produit par une chute d'eau qui se précipitait dans la mine. Abandonnant ma benne sur les rails, je courus au chantier. « Oncle Gaspard, l'eau est dans la mine !» Mon accent était tellement ému que l'oncle Gaspard resta le pic suspendu pour écouter. Le même bruit continuait toujours plus fort, plus sinistre. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était l'eau qui se précipitait. « Cours vite, me cria-t-il, l'eau est dans la mine. » Je n'avais pas fait 10 pas que j'aperçus le magistère qui descendait aussi dans la galerie pour se rendre compte du bruit qui l'avait frappé. « L'eau dans la mine » cria l'oncle Gaspard. Le magistère se mit à courir avec nous, et tous trois nous crions en passant devant les chantiers. « Sauvez-vous, l'eau est dans la mine !» Le niveau de l'eau s'élevait avec une rapidité furieuse. Heureusement, nous n'étions pas très éloignés des échelles, sans quoi nous n'aurions jamais pu les atteindre. Le magistère y arriva le premier, mais il s'arrêta. « Montez d'abord, dit-il, moi je suis le plus vieux. » Nous n'étions pas dans des conditions à nous faire des politesses. L'oncle Gaspard passa le premier, je le suivis, et le magistère vint derrière, puis, à un assez long intervalle, quelques ouvriers qui nous avaient rejoints. Mais avant d'arriver au dernier échelon, un flot d'eau nous tomba sur la tête et noya nos lampes. « Tenez bon !» cria l'oncle Gaspard. Lui, le magistère et moi, nous nous cramponnâmes aux échelons pour résister, mais ceux qui venaient derrière nous furent entraînés. Arrivés au premier niveau, nous n'étions pas sauvés, car nous avions encore 50 mètres à franchir avant de sortir. Et l'eau était aussi dans cette galerie. Nous étions sans lumière, nos lampes éteintes. Mais au même instant parurent 7 ou 8 lampes qui accouraient vers nous. L'eau nous arrivait déjà aux genoux, sans nous baisser, nous la touchions de la main. Ce n'était pas une eau tranquille, mais un torrent qui entraînait tout sur son passage et faisait tournoyer des pièces de bois comme des plumes. Les hommes qui accouraient sur nous voulaient suivre la galerie et gagner ainsi les échelles qui se trouvaient près de là. Mais devant pareil torrent, c'était impossible. Comment résister à son impulsion et aux pièces de boisage qu'il charriait? Notre seul refuge, cria le magistère, est aux vieux travaux. Les vieux travaux étaient une partie de la mine abandonnée depuis longtemps et où personne n'allait, mais que le magistère lui-même, lui, avait souvent visité lorsqu'il était à la recherche de quelque curiosité. « Retournez sur vos pas, cria-t-il, et donnez-moi une lampe que je vous conduise. » D'ordinaire, quand il parlait, on lui riait au nez, ou bien on lui tournait le dos en haussant les épaules. Mais les plus forts avaient perdu leur force et, à la voix de ce vieux bonhomme, tous obéirent. Toutes les lampes lui furent tendues. Vivement, il en saisit une d'une main et m'entraînant de l'autre, il prit la tête de notre troupe. Comme nous allions dans le même sens que le courant, nous marchions assez vite. Je ne savais pas où nous allions, mais l'espérance m'était revenue. Après avoir suivi la galerie pendant quelques instants, il s'arrêta. « Nous n'aurions pas le temps. Nous n'aurons pas le temps, cria-t-il, l'eau monte trop vite. » En effet, elle nous gagnait à grands pas. Des genoux, mais elle m'était arrivée aux hanches, des hanches à la poitrine. « Il faut nous jeter dans une remontée, dit le magistère. » Et après, la remontée ne conduit nulle part. La remontée était en effet un cul-de-sac, mais le magistère à notre tête, nous nous y engageâmes. 2 de nos camarades voulurent pousser dans la galerie et cela nous ne les revîmes jamais. Alors nous entendîmes des éboulements, des tourbillonnements et des chutes d'eau, des éclats de boisage, des explosions d'air comprimé,
un vacarme épouvantable. Mon Dieu, ayez pitié de nous. Depuis que nous étions dans la remontée, le magistère n'avait pas parlé. Les enfants, dit-il, si nous restons ainsi cramponnés des pieds et des mains, nous ne tarderons pas à nous épuiser. Il faut nous creuser des points d'appui dans le schiste. Le conseil était juste, mais difficile à exécuter, car personne n'avait emporté un pic. Chacun se mit à entamer le sol avec le crochet de sa lampe. La besogne était malaisée, la remontée étant très inclinée et glissante. Mais quand on sait que si l'on glisse, on trouvera la mort au bas de la glissade, cela donne des forces et de l'adresse. En moins de quelques minutes, nous eûmes tous creusé un trou, de manière à y poser notre pied. Cela fait on respira un peu et l'on se reconnut. Nous étions 7. Le magistère, moi près de lui, l'oncle Gaspard, 3 piqueurs nommés Pagès, Campérou et Bergounou, et un rouleur, Carori. Les autres ouvriers avaient disparu dans la galerie. Les bruits dans la mine continuaient avec la même violence. Il n'y a pas de mots pour rendre l'intensité de cet horrible tapage. Effarés, affolés d'épouvante, nous nous regardions, cherchant dans les yeux de notre voisin des explications que notre esprit ne nous donnait pas. « C'est le déluge, disait l'un, c'est la fin du monde, un tremblement de terre, le génie de la mine qui se fâche et veut se venger. Une inondation par l'eau amoncelée dans les vieux travaux. » Le magistère nous regardait les uns après les autres, haussant les épaules, comme s'il eût discuté la question en plein jour, sous l'ombrage d'un mûrier, en mangeant un oignon. « Pour sûr, c'est une inondation, dit-il, enfin, et le dernier, alors que chacun eut émis son avis. Eh bien, d'où vient-elle » dirent en même temps plusieurs voix. « Je n'en sais rien, mais je crois que si nous mourons, au moins nous ne serons pas noyés. L'eau maintenant ne montera pas d'un pied. Ne fais donc pas le sorcier. Je ne fais pas le sorcier. Nous sommes dans une cloche d'air, et c'est l'air comprimé qui empêche l'eau de monter. » Il y eut des murmures d'incrédulité. « En voilà une bêtise. Est-ce que l'eau n'est pas plus forte que tout? Oui, dehors, librement. Mais quand tu jettes ton verre la gueule en bas dans un seau plein, est-ce que l'eau va jusqu'au fond de ton verre? Non, n'est-ce pas? Il reste un vide. Eh bien, ce vide est maintenu par l'air. Ici, c'est la même chose. Nous sommes au fond du verre. L'eau ne viendra pas jusqu'à nous. Nous sommes donc sauvés, dit Carori. Sauvés? Je n'ai pas dit ça. Ce qui nous sauve, c'est que la remontée étant fermée, l'air ne peut pas s'échapper. Mais c'est précisément ce qui nous perd en même temps. L'air ne peut pas sortir, il est emprisonné, mais nous aussi, nous sommes emprisonnés, nous ne pouvons pas sortir. Quand l'eau va baisser, va-t-elle baisser? Je n'en sais rien. Pour savoir ça, il faudrait savoir comment elle est venue. Et qui est-ce qui peut me le dire? Est-ce la Divonne qui a débordé jusqu'au puits? Est-ce un orage? Est-ce une source qui a crevé? Est-ce un tremblement de terre? Il faudrait être dehors pour dire ça, et par malheur, nous sommes dedans. Il y eut un moment de silence et d'effroi. Le bruit de l'eau avait cessé. Seulement de temps en temps, on entendait à travers la terre des détonations sourdes. L'on ressentait comme des secousses. « La mine doit être pleine, dit le magistère. L'eau ne s'y engouffre plus. » 150 hommes au moins étaient descendus le matin dans la mine. Combien avaient pu remonter par les puits ou trouver refuge comme nous? Tous nos camarades perdus, noyés, morts, personne n'osa plus dire un mot. Eh bien, dit Bergounou, après un moment de silence, qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a qu'à attendre, dit le magistère. Mais nous allons mourir de faim. Ce n'est pas là qu'est le plus grand danger. Voyons, magistère. Parle, tu nous fais peur. Où est le danger? La faim, on peut lui résister, mais nous sommes à une quarantaine de mètres sous terre. Et probablement nous avons 35 ou 40 mètres d'eau au-dessous de nous. Cela veut dire que l'air subit une pression de 4 ou 5 atmosphères. Comment vit-on dans cet air comprimé? Mes compagnons me parurent très affectés de ces paroles. Ils n'en savaient pas plus que moi, et sur eux comme sur moi, l'inconnu produisit son effet inquiétant. « Tu crois donc que nous allons rester ici longtemps? Est-ce que je sais?
On va venir à notre secours, c'est certain. Mais pour venir à notre secours, il faut pouvoir. Combien de temps s'écoulera avant qu'on commence notre sauvetage? Ceux-là seuls qui sont sur la terre peuvent le dire. Nous qui sommes dessous, il faut nous arranger pour y être le moins mal possible, car si l'un de nous glisse, il est perdu. M'est avis que le mieux est de nous creuser des paliers, comme dans un escalier. Nous sommes 7, sur 2 paliers, nous pourrons tenir tous. 4 se placeront sur le premier, 3 sur le second. Avec quoi creuser? Nous n'avons pas de pic. Avec nos crochets de lampe dans le poussier, avec nos couteaux dans les parties dures. Jamais nous ne pourrons. Ne dis pas cela, pagesse. Dans notre situation, on peut tout pour sauver sa vie. Si le sommeil prenait l'un de nous, comme nous sommes en ce moment, celui-là serait perdu. Par son sang-froid et sa décision, le magistère avait pris sur nous une autorité qui d'instant en instant devenait plus puissante. D'instant, nous sentions que sa force morale luttait contre la catastrophe qui avait anéanti la nôtre, et nous attendions notre secours de cette force. On se mit au travail car il était évident que le creusement de ces 2 paliers était la première chose à faire. 4 lampes étaient allumées, elles donnaient assez de clarté pour nous guider. Choisissons des endroits où le creusement ne soit pas trop difficile, dit le magistère. Écoutez, dit l'oncle Gaspard, j'ai une proposition à vous faire. Si quelqu'un a la tête à lui, c'est le magistère. Quand nous perdions la raison, il a conservé la sienne. Et sur bien des choses, il en sait plus que nous. Je demande qu'il soit chef de poste et qu'il dirige le travail. Le magistère interrompit Carrory, qui était une espèce de brute. Pourquoi pas moi? Si on prend un rouleur, je suis rouleur comme lui. Ce n'est pas un rouleur qu'on prend un animal, c'est un homme, et de nous tous, c'est lui qui est le plus homme. Vous ne disiez pas cela hier. Hier, j'étais aussi bête que toi, je me moquais du magistère. Aujourd'hui, je lui demande de nous commander. Et vous, les autres? Écoutez, dit le magistère, si vous voulez que je sois chef de poste, je veux bien, mais c'est à condition qu'on fera ce que je dirai. Quoi qu'il arrive, il faut que vous m'obéissiez. On obéira, dit toutes les voix. Si vous croyez que ce que je demande est juste, oui, on obéira, mais si vous ne le croyez pas, on le croira. On sait bien que tu es un honnête magistère, un honnête homme, magistère. Je n'avais pas alors l'expérience que j'ai acquise plus tard, et j'étais dans un grand étonnement de voir combien ceux-là, même qui, quelques heures auparavant, n'avaient pas assez de plaisanterie pour accabler le magistère, lui reconnaissaient maintenant des qualités. C'est juré, dit le magistère. Juré, répondîmes tous ensemble. Alors, on se mit au travail. Tous, nous avions des couteaux dans nos poches, de bons couteaux, le manche solide, la lame résistante. 3 entameront la remontée, dit le magistère, les 3 plus forts. Et les plus faibles, Rémi, Carrory, Pagès et moi, nous rangerons les déblais. Le travail que nous avions à faire eût été des plus simples si nous avions eu des outils. Mais avec des couteaux, il était difficile et ne pouvait être que long. 2 hommes creusaient le sol dans chaque chantier, et le 3e faisait descendre les morceaux de schiste. Le magistère, une lampe à la main, allait de l'un à l'autre. En creusant, on trouva dans la poussière quelques morceaux de boisage qui avaient été ensevelis là, et qui furent très utiles pour retenir nos déblais. Après 3 heures de travail, sans repos, nous avions creusé une planche sur laquelle nous pouvions nous asseoir. Assez pour le moment, commanda le magistère. Plus tard, nous élargirons la planche de manière à pouvoir nous coucher. Il ne faut pas user inutilement nos forces, nous en aurons besoin. On s'installa, le magistère, l'oncle Gaspard, Carrory et moi sur le palier inférieur, les 3 piqueurs sur le plus élevé. Il faut ménager nos lampes, dit le magistère, qui a des allumettes. Bien qu'il soit sévèrement défendu d'allumer du feu dans la mine, presque tous les ouvriers ont des allumettes dans leurs poches. 4 voix répondirent « moi ». Mais aussi, moi aussi j'en ai, continua le magistère, mais elles sont mouillées. C'était le cas des autres, car chacun avait ses allumettes dans son pantalon, et nous avions trempé dans l'eau jusqu'à la poitrine et jusqu'aux épaules. Carrory, qui avait la compréhension lente, répondit enfin « Moi aussi, j'ai des allumettes, elles sont dans mon bonnet. » « Alors passe ton bonnet. »
Au lieu de passer son bonnet, un bonnet de loutre gros comme un turban de turc de foire, Karori nous passa une boîte d'allumettes. Grâce à la position occupée, elle avait échappé à la noyade. Maintenant, soufflez les lampes, commanda le magister. Une seule lampe resta allumée, qui éclaira à peine notre cage.